Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Bonjour, nous sommes sur Sud Radio, il est 13h03, vous êtes avec Perico Légas qui reçoit l'excellent Pascal Perry. Pascal Perry est un confrère journaliste spécialisé dans l'économie, on connaît sa voix, on connaît son visage, il est régulièrement sur LCI, notamment chez Darius Rochebain, et puis on le retrouve également dans la France agricole, je crois, et puis les Échos, qui sollicitent souvent votre avis. Donc vous êtes un expert avisé, pertinent, courageux, peut-être polémique de notre vie économique qui aujourd'hui suscite beaucoup d'inquiétudes. Et vous avez écrit chez Plomb, l'éditeur du Général de Gaulle, j'allais dire un document non seulement économique, historique, politique. Pour moi, c'est un des plus beaux décryptages que j'ai vu de la situation économique. Beaucoup de choses ont été dites, on le sait. Mais tel que vous le présentez, Pascal Perry, à travers cette succession, cet inventaire présidentiel, ces présidents qui nous ont fait tant de mal. Je précise que c'est une phrase du maréchal Pétain. Je hais ces mensonges qui nous ont fait tant de mal. Elle n'est pas du maréchal Pétain, elle est d'Emmanuel Berle, qui était un intellectuel juif, fondateur du premier Marianne de 1938, qui a fait les discours de Pétain quand il a cru que le pétinisme allait sauver la France. Quand il s'est rendu compte que c'était pas vrai, il s'en est écarté, et pourtant cette France je hais ces mensonges qui nous ont fait tant de mal. On peut plus l'utiliser parce qu'elle a été confisquée par la justice, mais elle est tellement d'actualité, et c'est vrai qu'on a tellement envie d'utiliser, et aujourd'hui plus que jamais, nous haïssons ces mensonges qui nous ont fait tant de mal, parce qu'il y en a beaucoup, et là vous dites ce sont ces présidents qui nous ont fait tant de mal. Donc je vais vous donner la parole tout de suite, je vais vous poser une question. De Gaulle, Pompidou, on est sur une gestion raisonnable des finances de la République, et puis à partir de Mitterrand, et là vous les épargnez pas, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Emmanuel Macron, tous dans le même sac, ils ont tous fait des bêtises, ils ont tous été inconséquents. Comment ça se fait qu'il y ait cette constance dans la Ve République? Pourquoi ça commence à partir de 81 de la gauche? Le monde d'avant la gauche, si je puis dire, est peut-être un monde plus paisible et plus lisible. C'est vrai que les 30 années qui suivent la guerre sont des années de croissance très forte. On oublie souvent de dire que on l'a payé au prix du sang. C'est-à-dire que les 30 glorieuses sont pas tombées du ciel. Elles vont de quand à quand? Elles vont grosso modo de la libération jusqu'aux années 70. Oui, au milieu de la décennie 70. Il y a des gens qui disent c'est 45-75, on va dire. Voilà, jusqu'au premier choc pétrolier qu'affronte le président de la République qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing à l'époque. Il y a un deuxième choc pétrolier en 78, et la France est plutôt bien gérée. Elle a une trajectoire, les Français ont de l'espoir que leur situation s'améliore, que la situation de leurs enfants soit meilleure que la leur. Et puis il y a le tournant des années 80, alors qui commence selon moi d'ailleurs en 1978. Et je vous donne juste un petit mot d'explication autour de ça. En fait, les socialistes pensaient gagner les législatives de 78, et ils les perdent. Et à l'intérieur du Parti Socialiste, on fait le procès à François Mitterrand de n'avoir pas été assez à gauche. Et donc de 78 à 81, François Mitterrand va passer des alliances à l'intérieur du parti avec le courant le plus à gauche, et arriver en 1981 comme président de la République avec un programme qui est un programme étatiste, qui est un programme quasi communiste, nationalisation à 100%, la 5e semaine de congés payés, les 39 heures payées 40, les lois aux roues, et la France commence à s'endetter. Alors avant l'endettement, il y a quand même les dévaluations. On a souvent oublié ça, mais la France dévalue, elle dévalue le franc, et quand vous dévaluez la monnaie, à l'époque c'était possible, vous dévaluez la situation des épargnants, le confort des épargnants, le confort des ménages. Vous réduisez leur pouvoir d'achat. Mais la gauche s'entête, et le premier mandat de François Mitterrand est pour moi le vrai tournant, parce que c'est le mandat de la désindustrialisation. Pour dire les choses très clairement, moi j'étais journaliste à cette époque-là, j'étais jeune journaliste. Où ça? Alors j'étais dans le Nord, et je regardais ce qui se passait dans le Nord et l'Est de la France. J'ai assisté presque charnellement à la fin du textile et à la fin de la sidérurgie. Le démantèlement du textile. Le démantèlement. Alors, c'est un choix. Il faut dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, on l'a cherché. Boussac, Usinor Dunkerque. Usinor Dunkerque, et puis Arcelor, etc. Alors, toutes ces sociétés avaient été l'objet de fusions multiples, parce qu'on était déjà assez peu compétitifs. De grands monuments industriels. De grands monuments industriels. Mais c'était un peu l'industrie du 20e. Du 20e siècle. Et François Mitterrand et la gauche jettent les armes d'une certaine façon, se disent que l'industrie c'est fini, ça n'est plus pour les pays européens, qu'il faut laisser l'industrie sale
à d'autres, aux Indiens, aux Chinois, qu'on fera autre chose. On va faire la société des loisirs et du temps libre. Et du service. Alors, c'est la société servicielle, c'est absolument ça. Et donc, on met de l'argent sur la table, non pas pour redresser l'outil de production, comme vont le faire les Allemands, on met de l'argent sur la table pour payer des pré-retraites à 52 ans. Donc je dis que la désindustrialisation, c'est le point de départ. C'est le résultat d'une politique publique, c'est le résultat d'une volonté. On n'a pas été victime, si nous avons été victimes, nous avons été des victimes consentantes et nous le payons aujourd'hui encore. Vous voulez dire que jusqu'à Giscard d'Estaing, je citais tout à l'heure le général de Gaulle, bien sûr, qui rétablit l'économie de la République avec je crois que ça s'appelle Rueff, son conseiller, plus que Jacques Rueff, qui conseille la dévaluation. On pouvait à l'époque, il n'y avait pas l'euro, il y avait le serpent monétaire européen. Pompidou, gestionnaire très important. Enfin, sauf que c'est lui qui fait le changement. La République n'empruntera plus à la Banque de France, mais aux banques privées. C'est vrai. En 73, vous vous souvenez. Absolument. Il y a une raison à ça. La raison, c'est que quand on peut emprunter à la Banque de France, on peut emprunter beaucoup, trop d'ailleurs. Et c'est une espèce d'incitation, c'est perçu comme une incitation au déficit. Oui. Et donc emprunter à des banques, c'est jouer un peu le jeu du marché et s'imposer à soi-même une gestion de bon père de famille. Sauf qu'on emprunte à 4 à des banques qui, elles, empruntent à 2 parce que l'argent vient quand même, c'est comme l'électricité vient d'EDF, l'argent vient quand même de la Banque de France. Toujours. Donc les banques empruntent à 2 et reprêtent à 4 à l'État son propre argent. C'est comme si vous ne pouviez pas aller chercher votre argent. 3,50. 3,50. Oui. Donc, alors, Giscard, ça se finit à Giscard, c'est surtout Raymond Barre, vous expliquez. Lui, le meilleur économiste de France, il est le dernier à rendre un bilan. Alors on sait que c'est 74 le dernier bilan positif, mais même en 80, l'économie française est encore saine. Oui, c'est vrai. Alors on a eu 2 chocs pétroliers. Oui. Ce sont des chocs lourds pour l'économie française. Ça joue sur la compétitivité de notre industrie. Ça joue évidemment sur le pouvoir d'achat des ménages. Mais Raymond Barre, courageusement, à partir de 1978, peut-être parce que la droite a gagné les législatives, mais je dis courageusement parce que quand il y a, dans la perspective, c'est-à-dire à moins de 2 ans, 79-81, une présidentielle, on a tendance à lâcher les cordons de la bourse. Lui dit, écoutez, moi, je suis Premier ministre, je défends l'intérêt supérieur du pays, je ne veux pas faire de démagogie, et donc il mène une politique de rigueur budgétaire qui, évidemment, va alimenter le discours de gauche. Je me rappelle de cette époque-là, j'étais jeune, mais j'ai des souvenirs très précis. On nous expliquait que la France était un enfer social. Et quand vous creusez un peu, vous apercevez qu'avec Giscard, les chômeurs étaient indemnisés pendant 1 an à 90% de leur salaire brut, Perico. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'avais 20 ans, Pascal, je me souviens que je voyais ça comme un pays de droite conservateur où les pauvres étaient exploités. Mais ce n'était pas le cas, évidemment. Oui. Et vous savez, la société, elle fonctionne avec des représentations. Alors quand on vous explique du matin au soir que le capital se sert sur les travailleurs, que l'État défend les riches, que la France perd ses avantages sociaux, les gens finissent par le croire. C'était le discours de Georges Séguier et Henri Krasuki. C'était la CGT qui fixait la doxa. C'était Marché qui parlait de scandale en France en disant... Les travailleurs. Les travailleurs, un scandale. Les millions et les millions de travailleurs. Voilà, qui organisent, alors les industriels qui organisent le chômage, etc. Enfin, on avait l'impression d'être revenu à Zola, alors qu'en réalité, nous étions dans une situation de confort social qui est très supérieure à ce que nous avons aujourd'hui. Pascal, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui avaient des revenus modestes, on n'était pas dans l'opulence et dans l'harmonie, mais les injustices sociales étaient peut-être moins lourdes, et aujourd'hui on a plus de très pauvres qu'il y en avait à l'époque, et en tout cas beaucoup plus de gens qui se sentent malheureux. Oui, on était socialisés, comme on l'est toujours aujourd'hui, peut-être dans des conditions différentes. Ce qui a changé, vous le dites, c'est que la taille, il y a 2 choses qui ont changé radicalement. D'abord, l'économie s'est mondialisée. La Chine est rentrée dans le commerce international, elle est rentrée dans l'OMC en 2002, je crois, de mémoire, je crois que l'accord est signé en décembre 2001, et puis elle rentre dans le marché commun du commerce international. C'est là où Alain Peyrefitte écrit « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera », et ça s'est avéré exact. Ça a 2 conséquences. Ça a pour première conséquence que le marché se dilate. Le marché se mondialise. Et ça a des avantages et des inconvénients. Ça pose le problème de notre compétitivité. C'est quand on est confronté à des coûts de production très inférieurs,
évidemment, il y a un problème de compétitivité. On ne s'est jamais interrogé sur cette question-là. Et puis, ça change aussi le fait que s'il y a une meilleure distribution des richesses, il y a aussi des poches de pauvreté qui apparaissent dans la société. Et plus le temps avance, plus l'économie se servicialise. L'expression se comprend d'elle-même, je crois. Plus on va vers une économie moins productive, moins industrielle. On délègue à l'Asie la production d'industrie. Mais une société de services, plus les petits salaires sont abondants. Ce qu'on a oublié de dire, et ce que la gauche oublie de dire quand elle parle de la société des loisirs et du temps libre, c'est que dans cette société-là, il y a beaucoup d'emplois de services et que les emplois de services sont souvent peu considérés et surtout très mal payés. C'est une des raisons pour lesquelles il y a aujourd'hui des travailleurs pauvres, au même titre qu'il y a des gens qui sont sortis de l'emploi, qui sont dans ce qu'on appelle le halo du chômage aujourd'hui, mais qui ne sont pas capables de revenir au boulot. Le service paye moins que l'industrie, ce qu'on appelle les emplois marchands, si chers à votre collègue Jean-Marc Sylvestre, les emplois marchands. Mais il a raison. Voilà, et ça prend tout son sens. Oui, parce que l'organisation d'une société de service, vous savez, ça ressemble à un râteau. Vous avez un manche, c'est-à-dire que vous avez une direction, il y a peu d'encadrement intermédiaire, et vous avez beaucoup de petites mains en bas, de la même façon qu'il y a beaucoup de dents sur un râteau. C'est un peu ça. Et qu'est-ce que c'est? C'est tous les petits boulots d'aujourd'hui qui sont dans le service à la personne, le service aux entreprises, la propreté, l'entretien, la sécurité, parfois les transports. C'est tous ces petits boulots dont le volume a gonflé dans la société et qui fabriquent d'une certaine façon de la pauvreté. Et au-delà, vous avez utilisé un mot qui me touche vraiment, du désarroi. Les gens cherchent leur place dans la société, ils ne la trouvent pas. D'abord parce qu'il y a la barrière du pouvoir d'achat, et puis parce qu'ils n'ont pas l'impression de participer à un ensemble qui s'appelle la nation. La nation, c'est aussi une nation productive. Il n'y a pas de perspective d'avenir. Il n'y a que des réformes qui peuvent passer pour être très douloureuses et pas d'avenir ni pour eux ni pour leurs enfants. Pascal Perry, on va y revenir. On marque juste un temps de réflexion et on se retrouve avec Pascal Perry, ces présidents qui nous ont fait tant de mal, qui a ruiné la France, qui sont les responsables de ce fiasco économique pour un pays si glorieux et si riche. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Je reçois Pascal Perry dans La France dans tous ses états, et je peux vous dire que le livre qu'il a écrit nous raconte dans quel état économique est la France. Il nous donne le nom des coupables. Il décrypte avec beaucoup de pertinence et beaucoup de connaissances historiques. Appelez-nous au 0826 300 300. Pascal Perry sera ravi de répondre à vos questions. Je suis sûr que vous en avez, parce qu'il dit que ce sont les présidents, de Gaulle à Giscard d'Estaing, la France est correctement gérée. Mieux sous De Gaulle, Pompidou un peu moins sous Giscard, c'est là où ça commence. Mais 81, arrivée de la gauche au pouvoir. Et puis ensuite, même Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy et Macron, qui ne sont pas de gauche, ont suivi la même tendance de la facilité. On a l'impression, Pascal Perry, qu'ils se disent quelque part: après nous le déluge, phrase historique, l'intendance suivra, oui. On est la France, on risque rien, après nous le déluge. Est-ce que c'est un petit peu la sensation? Non, mais vous avez assez bien résumé les choses, oui, c'est après nous le déluge. Il y a un décalage très net entre le temps politique et le temps de l'économie. Qu'est-ce qui préoccupe les Français aujourd'hui? C'est de trouver un boulot dans lequel ils vont se réaliser, qui leur rapporte suffisamment pour vivre décemment. C'est l'idée du salaire décent de Florent Ménégo, le patron de Michelin. Tout à fait. Ils le cherchent. Alors ça suppose un peu de courage économique. Il n'y a pas nécessairement toujours de réponse politique aux problématiques économiques. Il faut faire preuve de lucidité. Expliquer par exemple aujourd'hui que notre modèle social n'est plus financé. Expliquer que si on continue à tirer sur la corde, nos prêteurs cesseront de nous prêter. Mais vous avez raison, il y a beaucoup de démagogie. Et au fond, celui qui est élu pour 5 ans se dit: la situation va pas changer radicalement, je vais prendre quelques mesures un peu simplettes ou simplistes et je ferai preuve de démagogie, c'est que je laisserai filer les déficits, je vais faire des choses faciles, qu'importe, puisque dans 5 ans je ne serai plus là, ou peut-être même un peu après. On a aujourd'hui des mandats de 10 ans en réalité, puisque oui, si on est souvent réélu, le sortant est réélu. Enfin pas à chaque fois, mais c'est une... Il y a un cas pour l'instant. Voilà. Il y a un cas. Alors on a donc cette tendance à la démagogie, et il y a un autre phénomène. Vous avez évoqué des noms, là vous avez cité des noms: Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Une de mes thèses est de dire que en France, la droite pense à gauche. Elle pense à gauche, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais mené de politique véritablement libérale.
Il y a eu une petite séquence libérale entre 86 et 88, mais comme Chirac a été battu aux élections présidentielles de 88, il est revenu 7 ans plus tard. Donc la première cohabitation, oui. 86-88, la droite, au secours, la droite revient, vous vous souvenez des affiches. Très bien. Et Jacques Chirac est donc nommé à Matignon par François Mitterrand. Mène une politique de privatisation, une politique plutôt libérale, ouvre le transport aérien qui était toujours en situation de monopole, et ça aère un peu l'économie. Bon, malheureusement pour lui, il est battu en 1988, absolument, et il conclut que les Français ne sont pas libéraux. Et donc il va revenir en 95 avec la fracture sociale, c'est-à-dire avec un programme de gauche, un programme quasi socialiste. Suscité par Philippe Séguin. Qui est la droite, alors la droite sociale. Mais qu'est-ce que c'est que la droite sociale? Il va le trahir le 26 octobre. C'est vrai, le 26 octobre. Mais laissons le 26 octobre de côté, vous avez raison de le rappeler malgré tout. Mais qu'est-ce que c'est que la droite sociale? C'est la gauche. C'est le travaillisme à la française. Et moi, je pense que De Gaulle, qui avait d'immenses qualités, qui a été un très grand président, qui a été l'homme des circonstances, qui a permis que le pays reste uni, et qui a permis la reconquête industrielle notamment, la pensée de De Gaulle, c'est une pensée travailliste, de mon point de vue, et De Gaulle a considérablement influencé la droite française. Ce qu'on appelle le gaullisme social, porté par des gens comme Jean Charbonnel à l'époque. Oui, Bernard Murat, Jean Charbonnel. Voilà, Philippe Séguin est bien dans le gaullisme social, donc c'est un vrai libéral. Hein, c'est lui qui porte la suppression administrative préalable de licenciement. Voilà, et pourtant il est sur. Alors il a un problème sur l'Europe. On va y venir. Est-ce que pour autant le tournant c'est quand même 80, c'est la gauche, l'arrivée du dogme. Vous dites vous-même que les conseillers de François Mitterrand, il était quand même entouré par des gens comme Jacques Delors, qui lui disent pas la peine de nationaliser à 100%, 51%, oui. Ça revient le même. Et c'est une économie consécutive. Mais lui se dit non, faut être dans le nombre. Qu'est-ce qui s'était passé? 77 ruptures du programme commun. Georges Marchais qui dit l'Éliane fallait valise, on rentre à Paris. Effectivement, donc la gauche arrive au pouvoir en 81 avec ce complexe d'être passé à gauche, et donc faut faire plaisir au Parti communiste. On prend 4 ministres et on a une politique de 81 et 83. Même si Pierre Mauroy, Premier ministre, essaie de freiner, on est dans le dogmatisme. Ouais. Et 83, vous vous souvenez, le tournant. Ouais. La rigueur monétaire. Delors reprend les rênes. Il y avait le contrôle des changes, il y avait le carnet de change. Est-ce que à ce moment-là, des prix aussi. Contrôle des prix. Est-ce qu'à ce moment-là, la gauche aurait pu opérer un tournant libéral qu'elle a raté en 83? Moi, je pense que, alors, elle a pris un tournant. C'est qu'elle Onfray dit que c'est une trahison. Vous vous souvenez, hein, Michel Onfray dit c'est la trahison en 83. La gauche est devenue capitaliste et néolibérale. Mais qu'est-ce que ça n'a pas de sens? C'est une comment dire? Cette formule n'a pas de sens. Et vous savez. L'économie, c'est l'économie. C'est tout bête, c'est pas un conte de fées. C'est-à-dire que quand vous dépensez beaucoup plus que ce que vous avez, quand vous aggravez les déficits, à un moment, ça finit par une dette et le stock augmente. Si Marcel vous voulez. Dassault explique à son petit-fils Olivier, tu ne peux pas dépenser plus que tu ne gagnes. Alors quand on n'est pas tout à fait, ou quand on est une entreprise ou une personne physique, oui. Quand on est un État, on a un petit peu de marge de manœuvre, mais j'allais vous dire, puisque vous aimez les formules, c'est la dose qui fait le poison. La formule est de Paracel, je crois, reprise par Lavoisier. Il y a plus la dose augmente, plus finalement comment dire, ce qui était vertueux devient vicieux en réalité. Et donc la formule qui consiste à dire qu'il y a un tournant libéral enfin ça fait rire d'ailleurs en France, hein, un tournant libéral en 1983, c'est une faute. Est-ce que nous serions un pays libéral quand nous avons le taux de prélèvement le plus élevé pratiquement des pays de l'OCDE, une part de dépenses publiques qui est surabondante? Alors, écoutez, franchement, voyons les choses telles qu'elles sont. Sauf que Pascal Perry, on découvre un truc extraordinaire, un truc crabomineux qui fait des miracles, qui s'appelle la dette. Et là, c'est la gauche. Mitterrand comprend, il n'y connaît rien en économie, vous l'expliquez. Et on lui dit, mais on peut emprunter sur les marchés. Oh, les générations suivantes paieront. Et je prends une phrase de Jean-Pierre Levade, qui était l'autre jour sur LCI justement, et qui dit, la définition du symptôme est simple. À partir de 1981, et lui était un patron de gauche, patron de Crédit Lyonnais, nous avons emprunté à l'extérieur les richesses que nous ne produisions plus, la richesse de ce que nous ne produisions plus pour payer le modèle social, pour le maintenir artificiellement, électoralement. Il n'est pas question de toucher au modèle social qui est intouchable, mais comme on a vidé les caisses, on emprunte à l'extérieur ces richesses que nous ne produisons plus. Le symptôme est bon. Ça dure 45 ans. Ça dure 45 ans. Et ça a 45 ans, ce que vous évoquez. Il faut avoir les reins solides pour tenir 45 ans. Oui. Alors, il faut avoir les reins solides. Il y a des explications à ça. Au fond, les 30 Glorieuses et la suite
ont, comment dire, concentré une part de richesse en France qui va nous permettre de rester dans un solde extérieur positif jusqu'à 1999. 1999, quand on regarde les chiffres, hein, c'est un peu un langage d'économiste, mais le solde net extérieur, ça signifie que vous êtes créancier sur le reste du monde. La formule est simple. J'ai bien là. compris. Et donc, il y a un tournant en 99. C'est-à-dire que on perd quelque chose qui vous est cher à vous et à moi. On perd notre souveraineté. On est sous Jospin, là. On est sous Michel. On est sous Jospin. Jospin, Strauss-Kahn est aux finances. Alors, la France a le vent dans le dos. Il y a de la croissance aux États-Unis. On en bénéficie. À un moment où on aurait pu faire des réformes courageuses, la gauche décide des 35 heures. Et dans des conditions qui sont assez obscures. Jospin n'a peut-être pas été parfaitement informé des conséquences des 35 heures. C'est une dévaluation compétitive du pays. Pascal, il ne pensait pas gagner. Il dit qu'il faut trouver une idée pour la législative de 97. Je crois que c'est Strauss-Kahn qui suggère les 35 heures tout en disant on ne le fera pas. Martine Aubry dit mais mon père dit que c'est de la folie. Ils gagnent, ils sont obligés d'appliquer. C'est elle qui applique une mesure dont elle avait dénoncé le risque. C'est ça. Alors il y a un mystère autour de ça. DSK se défend aujourd'hui en disant c'est pas moi. Oui. Si, c'est lui. Bien sûr, c'est lui. Alors, il faut être à charge et à décharge. Lui disait, il faudrait aller vers 37, payer 39. Bon, et ensuite, il change d'avis parce que c'est assez peu lisible. Ce qui marche, au fond, en France, et ça interroge l'opinion en France, ça interroge ce que nous sommes tous, nous, bons Français. On a tendance à croire ce qui nous est raconté. Il y a une forme de crédulité. Et quand on explique aux Français qu'on va travailler moins, rentrer dans une société des loisirs, on oublie de leur dire que les salaires vont être bloqués pendant 10 ans et qu'on sera peut-être un peu plus libre, mais aussi un peu plus pauvre. Pascal, il y a une première lame avant les 35 heures qui est la mesure la plus catastrophique pour l'économie française et des gens de gauche le reconnaissent aujourd'hui, c'est la retraite à 60 ans. Tout à fait louable, oui, mais si on prend les deux ensemble, c'est à l'origine du drame d'aujourd'hui. Oui, alors il y a la retraite à 60 ans, vous avez parfément raison, c'est une décision de François Mitterrand. Comme les nationalisations dogmatique. à 100% qu'on évoquait tout à l'heure. C'est une décision dogmatique. Il faut montrer au peuple de gauche que les choses changent. On le paye aujourd'hui, on est d'accord. On le paye aujourd'hui. Mais vous savez, il faut d'abord montrer, tout est affaire de représentation, il faut envoyer un signal politique. Et sans souci de ce qui se passera ensuite. La France conservera une capacité d'endettement. Au fond, on est au début du processus et Mitterrand va pouvoir jouer de la chance, en réalité, puisqu'il pourra continuer à endetter le pays. Mais il y a la retraite à 60 ans, il y a les 35 heures, et ça a évidemment une influence décisive sur la quantité de travail dans la société. Je reviens à un débat qu'on a en ce moment, sur le financement du modèle social et sur la retraite. La retraite, vous savez, c'est très simple. Ça repose sur 3 piliers. La démographie, c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment de gens pour payer ceux qui sont en retraite aujourd'hui, puisqu'on ne cotise pas pour soi. Voilà, il faut des cotisants pour payer les pensionnés. Premier point. Deuxième point, il faut de la croissance. Il n'y en a plus. Troisième point, il faut une certaine productivité du travail. La productivité, c'est la capacité à produire plus avec les mêmes moyens de production. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Il y a même des secteurs dans lesquels ça recule. Donc, tout le monde comprendra que pour financer la retraite en France, il faudrait travailler un peu plus longtemps. Mais la situation d'aujourd'hui, la dette aujourd'hui, elle est le produit de toute cette histoire. Et on a manqué de courage en réalité en France pour dire aux Français que la retraite à 60 ans ne pouvait pas être éternelle et qu'il faudrait changer les paramètres. Vous savez, on parlait de réforme paramétrique, il fallait changer les paramètres dès lors que la situation de la démographie aurait changé. Même Mitterrand l'avait dit, mais ça n'a été entendu par personne, et tous ceux qui ont suivi, jusqu'à Nicolas Sarkozy qui rétablit la retraite à 62 ans, tous ceux qui ont suivi ont accompagné cette décision, voire l'ont aggravée. On va y revenir, Pascal Péry, hein, ces présidents qui nous ont fait tant de mal. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour intervenir dans ce débat, et on vous retrouve dans quelques instants. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Radio, le face-à-face avec Péry Colégas, et je reçois Pascal Péry, le grand économiste du PAF, parmi d'autres, bien sûr, il n'est pas le seul. Oui, mais son livre, Ces présidents qui nous ont fait tant de mal, par lequel il explique comment on est arrivé, cette grande puissance économique est arrivée à ce niveau de fiasco, il le détaille avec, de septennat en quinquennat, comment on a pris toutes les mauvaises décisions et celles qu'il ne fallait pas prendre. Pascal Péry, je voudrais qu'on aborde, on a encore une demi-heure, 2 points.
L'Europe, est-ce que ça a été mal conçu? Europe incontournable, évidemment, personne, il y a que des fantaisistes. Mais est-ce que le fait que la préférence communautaire ait été abandonnée par l'acte unique au profit de la mondialisation? Et surtout, je voudrais est-ce que je peux me permettre de résumer votre critique en disant il y a deux mots qui sont à la source du malheur. Redistribution, on redistribue à tout va, et la distribution, finalement, on donne tout ce qu'on veut à tout le monde. Je cite dans votre livre la phrase du siècle, je vous le dis Pascal Perry, ce que vous avez écrit là, c'est la phrase du siècle qui résume tout, vous allez en convenir et je voudrais qu'on l'écoute. Quand on déforme des générations entières de consommateurs à l'idée que les prix peuvent baisser sans interruption, on finit par en faire des chasseurs de primes au risque de perdre toute notion de la valeur. Les prophètes des petits prix ont aussi une responsabilité importante dans l'affaiblissement de notre potentiel productif, et de citer les familles des grands distributeurs, Leclerc, Muliez, Fournier, qui ont fait les grandes enseignes. J'achète, donc je suis. Il est là le problème. Et pour moi, il est là, et ça se traduit par une autre réalité qui est que nous avons été un peuple de producteurs. Nous sommes devenus un peuple de consommateurs, avec le consentement du politique. C'est-à-dire que le langage politique a de l'importance. La façon dont on s'adresse aux Français, ça a de l'importance. Quand on leur promet toujours plus de pouvoir d'achat, soit on augmente les salaires, et c'est très bien, mais ça fait aussi augmenter les prix de ce que nous produisons nous-mêmes. Et ça exonère surtout du discours courageux sur la production. Il faut produire. Vous voulez dire que nous consommons des produits que nous ne produisons plus, que nous ne produisons plus, à bas prix de pays pour lesquels on a détruit nos industries pour leur confier la production à eux. Absolument. Vous savez, c'est la phrase du philosophe libanais qui dit « Malheur à un pays qui se nourrit de ce qu'il n'a pas cultivé et qui s'habille de ce qu'il n'a pas tissé ». C'est exactement ça, en réalité. C'est que nous sommes aujourd'hui un peuple de consommateurs avides de pouvoir d'achat, en oubliant que, avant de redistribuer la valeur, puisque vous avez utilisé cette formule, il faut la créer. Et pour la créer, il faut produire soi-même. Alors, l'Europe, bien sûr, était un espoir énorme. Oui. Le traité de Rome en 1956, on se dit le marché commun, c'était bien le terme fondateur. Oui. D'abord la CECA, puis le marché commun. On va faire un marché européen, on va vendre nos produits. 86, à l'initiative de Delors, c'est là où il y a une contradiction avec les sociodémocrates qui se disent libéraux, qui le sont. On va ouvrir, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs, on verra bien, ça va dégouliner. Et finalement, on abandonne la préférence communautaire. Est-ce que la préférence communautaire aurait été quand même un gage, j'allais dire, de meilleur équilibre économique et de meilleure commercialisation de nos biens européens? Mais nous allons y revenir. On n'aura pas le choix, ou on va disparaître. Ça commence d'ailleurs, vous êtes d'accord? Ça commence, il faut dire les choses très clairement. Ne serait-ce que sur l'armement. On s'est planté, on s'est trompé. Enfin, moi, quand je dis on, je ne me mets pas dedans, parce que j'ai toujours considéré que c'était une vraie folie. Mais au moment où tous les grands ensembles économiques se protègent, avec des barrières douanières, avec des contraintes en termes d'hygiène, de respect de l'environnement, qui sont parfois sincères, pas toujours, nous sommes les derniers de la classe à parler de la concurrence pure et parfaite. Il n'y a pas de concurrence pure et parfaite, c'est purement livresque. C'est-à-dire que c'est ce qu'on enseigne dans les cours d'économie, mais avec la Chine, par exemple, qui pratique la politique des prix prédateurs, c'est-à-dire qu'ils vont à perte, pour dire les choses simplement, ils peuvent, parce que c'est avec des subventions du gouvernement. C'est une économie dirigée. C'est une économie dirigée, avec les États-Unis qui érigent des barrières douanières à l'entrée du pays. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On regarde passer les containers dans le port de Rotterdam ou on réagit? Et donc, moi, je dis qu'il est temps de réagir. Vous avez eu la gentillesse de citer tout à l'heure une de mes collaborations avec la France agricole, dans laquelle je défends depuis très longtemps cette idée que nous devons retrouver le sens de la production et de la protection de nos marchés. Pascal Perry, c'est bien le symptôme. Aujourd'hui, la colère des paysans, c'est quoi? Nous importons en Europe et en France des produits dont nous n'avons pas l'autorisation, qui sont interdits de production en Europe. Et là, on importe de pays industriels des produits qui ont été aidés par un État qui a été financé par une politique publique, ce qui serait totalement interdit dans l'Union européenne. Bien sûr. Concurrence déloyale absolue. Bien sûr, oui, vous pouvez effectivement citer le cas des véhicules chinois, des voitures chinoises, qui arrivent avec
leur poids de subvention publique, c'est-à-dire des aides d'État, en réalité, qui faussent la concurrence et qui faussent aussi l'image-prix. Mais vous savez, on a déjà cité cet exemple quand même. On a déjà été confronté à cette politique de la Chine. La Chine a pratiqué la politique des prix prédateurs sur les métaux précieux et les terres rares. Elle a tellement descendu les prix qu'elle a tué toute forme de concurrence, et quand elle s'est retrouvée en situation de monopole, elle a remonté les prix. Donc je dis aux consommateurs, faites attention parce que cette concurrence-là vise aussi à détruire vos emplois, d'une part, mais aussi demain votre pouvoir d'achat, à faire de vous des moutons, en réalité. Tavares, président de Stellantis, avait dit ça se réglera dans les urnes. Oui. Cette iniquité. Et ça n'a pas encore été le cas, mais j'espère que ce sera le cas un jour. La fracture sociale et la souffrance électorale, elle est liée aussi à ce déséquilibre économique. Et puis il y a ce que vous avez évoqué, le cas du deuxième marché, qui est notre carburant humain, l'alimentation. Nous importons effectivement des productions animales ou végétales que nous refuserions en France, qui mobilisent des moyens de production, des hormones de croissance pour les bœufs, par exemple, de l'acétamipride ou des traitements du diméthoate pour les cerises. Oui, des choses simples. C'est pas du libéralisme, ça, Pascal Perry, on est d'accord. C'est pas du vrai libéralisme, c'est déloyal. Bien sûr, c'est une véritable honte. Et donc, on a aujourd'hui une situation quand même dans le domaine agricole qui nous intéresse, vous et moi, qui est scandaleuse et qui est le produit de tout ça, de ces lâchetés. Nous avons une consommation de viande en France qui augmente alors que notre production baisse. Oui. C'est-à-dire la part des produits importés, des mauvais produits ça, c'est le importés, est au fond une espèce de témoignage. C'est la démonstration finale, si vous voulez, que nous ne sommes plus producteurs, mais simplement des consommateurs. Alors, culturellement parlant, l'affaiblissement de la valeur travail, la retraite à 60-35, le travail c'est sale, finalement c'est une contrainte, ça devient aujourd'hui même idéologique, c'est une contrainte qui est contraire à l'humanité, affaiblissement. L'immigration a été maltraitée, on l'a choisi, et surtout, alors vous dites, les folles politiques énergétiques, les obsédés de l'antinucléaire qui nous envoient dans le mur à vitesse grand V. Mais les écologistes ont failli tuer EDF, je ne sais pas si les Français se rendent compte. Et les écologistes ont choisi... Avec le soutien de Madame Royal et de Monsieur Hollande et Monsieur Macron au début de son quinquennat, vous vous souvenez? De son premier mandat, absolument. Alors, c'est très étonnant d'ailleurs, c'est intéressant à observer ce groupuscule, parce qu'il s'agit d'un groupuscule en réalité. Son influence médiatique dans la société est inversement proportionnelle à la taille de ses troupes. Ce sont des militants politiques qui sont très à gauche, qui sont radicaux, qui sont anti-marché, anti-croissance, anti-production, et qui, avec l'arme de la peur, ont réussi à convaincre que notre production agricole, par exemple, était de mauvaise qualité, qu'on empoisonnait nos enfants, ce qui est quand même faux, que le nucléaire était extrêmement dangereux, et on s'est désarmé alors qu'on avait, dans le domaine du nucléaire, de l'énergie. L'énergie, il faut bien comprendre ce truc simple. L'énergie, c'est l'oxygène de l'économie. Vous le voyez en ce moment, les Allemands ont une énergie trop chère et les industriels font le siège de la chancellerie pour faire baisser les prix. Nous avions un avantage comparatif dans ce domaine avec le nucléaire. Un savoir-faire, des ingénieurs, etc. Puis peu à peu, cette population de militants radicaux a infiltré la politique, mais aussi la haute administration, y compris le CEA. Le CEA, vous vous rendez compte? Le centre d'essai atomique infiltré par des antinucléaires. Enfin, à dormir debout, si vous voulez. Et donc, on a perdu Superphénix, qui était une technologie d'avenir. Nous avons perdu du temps, affaibli notre potentiel de connaissance dans ce domaine, d'expertise, si vous voulez. Le traitement des déchets de l'uranium, qui était un savoir-faire français exceptionnel. Le traitement des déchets, absolument. On avait une filière complète. C'est-à-dire qu'on avait une filière qui se refermait. Comme disent les industriels, le cycle de l'atome se refermait parce qu'on retraitait les déchets nucléaires. Bon. Nous avons failli perdre tout ça. EDF a été en grande difficulté et nous reprenons aujourd'hui péniblement la marche en avant avec du retard dans un domaine, Perico, où le retard ne se rattrape jamais. Le temps perdu l'est pour toujours. Celui-là. Et il faudrait pouvoir faire l'inventaire des mauvaises décisions qui ont été prises, de Superphénix et Lionel Jospin, avec l'action directe et indirecte de Dominique Voynet, jusqu'à
François Hollande, avec ses ministres écolos, Madame Duflot, et quelques autres, si vous voulez, pour dire qu'il y a une responsabilité écrasante dans ce domaine. C'est un consommable essentiel dans une société moderne, l'énergie, et c'est un domaine dans lequel on doit être souverain. Vous savez, puisqu'on parle de souveraineté, je veux vous dire cette chose simple. Dans la vie publique, et quand on parle des nations, quand on parle des États, il faut savoir choisir ses dépendances. Ça signifie qu'il y a des sujets sur lesquels on ne veut pas être dépendant. La base, c'est l'alimentation. Ce qu'il y a au-dessus, c'est précisément l'énergie, et puis il y a la défense nationale et la santé. Ces 4 sujets sur lesquels la souveraineté ne se délègue absolument pas. Et pourtant, et donc nous avons eu des passagers clandestins, nous avons eu la 5e colonne, dans tous ces domaines qui nous ont désarmés, qui nous ont fait perdre du temps. Ce sont ces mensonges qui nous ont fait tant de mal, ces présidents qui nous ont fait tant de mal. Nous sommes avec Pascal Perry, on a encore quelques minutes à passer avec lui. On vous retrouve dans quelques instants. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à ce débat passionnant. Perico Légas reçoit Pascal Perry dans un débat passionnant, un décryptage de notre tragédie économique à travers les différents quinquennats de François Mitterrand à Emmanuel Macron. Ils ont tous fauté. Pourtant, comme dit Pascal Perry, quel gâchis, quel énorme gâchis vu le potentiel. Alors, c'est pas perdu, Pascal Perry, mais il va falloir prendre des mesures courageuses et douloureuses pour redresser la barre. Alors, on peut encore le faire nous-mêmes. Et c'est peut-être l'élément auquel je me raccroche. On peut le faire nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a encore la capacité à réformer ce pays. Mais aussi loin qu'on interroge notre histoire, vous partagerez peut-être cette conviction, Perico, nous sommes un peuple de révolutionnaires. Oui. Nous aimons renverser la table. Gaulois réfractaire et révolutionnaire. C'est ça. Et donc, c'est assez peu compatible avec l'idée de la réforme. La réforme, c'est plutôt un truc protestant et anglo-saxon. Nous, on est plus dans la révolution. Mais là, on arrive tellement près du mur pour financer des choses auxquelles on est tous très attachés, l'assurance maladie, l'assurance retraite, la politique de guichet. La France, qu'il va falloir prendre des mesures et, en effet, baisser nos dépenses, celles qui sont inutiles. Et croyez-moi, ça peut se faire sans douleur. Il y a beaucoup de dépenses inutiles qui sont liées à la complexité du modèle. Donc des économies, du train de vie. On peut faire des économies, et puis il faudra se relever les manches, il faut travailler un peu plus. Alors, je vous demande pas de travailler, moi je ne suggère pas de travailler 45 ou 50 heures par semaine, mais on en reviendrait aux 39 heures si nous avions le taux d'emploi et la capacité de production de certains de nos voisins, l'ensemble de nos problèmes seraient réglés. Ça s'explique Denis Oliven dans un ouvrage que vous citez énormément. Pascal Perry, nous avons des auditeurs qui nous appellent, nous avons Loïc qui nous appelle de Castets, dans les Landes. Bonjour Loïc. Bonjour, non, de Gast. Excusez-moi, je lis mal. Mais oui, de Gast. Puis en plus, je connais Gast, vous voyez, si j'ai... Voilà, on vous écoute Loïc. Mais non, je pense que M. Perry, enfin, j'ai pris un peu l'émission en cours et rien qu'à sa voix, son raisonnement, je de suite reconnu M. Perry et je me dis c'est bien dommage que depuis 50 ans, il n'y ait pas des hommes de cette trempe à des postes clés économiques. Ce que je dis, ce ne sont que des vérités. Je comprends pas, j'ai 50 ans bientôt, j'ai vu le déclin de notre pays d'année en année, de président en président, et ces hommes-là ne disent que des vérités, sauf être fous ou aveugles. Ne pas mettre en place ce qui est dit. Là, il vient de dire encore une vérité, 39 heures, se relever un peu les manches, faire en sorte que ceux qui ne travaillent pas se mettent un peu aussi à travailler. Et je pense que la France, on a cette histoire, et sans en arriver heureusement ou malheureusement à des révolutions, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est remettre le train sur ses rails, quoi. Et puis je suis, comment dirais-je, très, très abasourdi de voir que c'est quelque chose qui est beaucoup, quand on discute avec nos voisins, avec des amis, qui est souvent, comment dirais-je, un point commun. C'est tout le monde s'aperçoit que tout se casse la figure, on paye de plus en plus. Aucune réforme n'est faite dans le bon sens ou à contre-courant. Enfin, c'est encore des hommes comme ça, des hommes qui savent de quoi ils parlent, qui sont mis à des postes de responsabilité. Et non pas parce que t'es le copain d'un tel ou un tel, je te mets ça et puis t'as aucune compétence, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Message reçu Loïc. Pascal Perry vous répond. Oui, bonjour, merci Loïc des mots aimables que vous prononcez. C'est vrai, en même temps, les gens qui nous gouvernent, on les a élus, Loïc. Et on a voté pour eux. Vous avez aujourd'hui une Assemblée nationale qui est fragmentée, c'est vrai, il y a 3 ou 4 selon les
la façon de rassembler les familles politiques. Il y a 3 ou 4 familles politiques. Le pays est quasi ingouvernable. On a un président de la République qui est au bout du rouleau, si je puis dire, qui a mal géré la sortie d'une crise qui était une crise mondiale. Et ça produit un peu la désespérance. C'est d'ailleurs ce que vous décrivez, moi je le ressens aussi, c'est oui, on sait quelles mesures il faudrait prendre, mais on les prend pas parce que on est des magots, parce que il y a des petits jeux politiques. Enfin, c'est délirant, Loïc, de voir ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que vous avez des politiques qui, au moment du débat sur les retraites, ont dit aux syndicats, mais entendez-vous ? Et qui sont infoutus de le faire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de discuter entre eux de l'intérêt national. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Énorme paradoxe, voilà. Bon, nous avons Frédéric également qui nous appelle. Frédéric, vous nous appelez de Lille en Dodon, dans la Haute-Garonne. Oui, c'est la campagne, monsieur Perico. Bonjour Pascal, bonjour Perico. Bonjour Frédéric. Alors, j'ai indiqué, lorsque j'ai pu appeler, que malheureusement, tout ce dont parle M. Perry, qui a déjà vu que la difficulté de travailler avec l'État lorsqu'il était chez Air Littoral, puisqu'on leur a mis des bâtons dans les roues. Air Lib, pas Air Littoral. Oui. C'est pas récent, mais les gens comprendront un peu là où je veux en venir. Moi je constate que M. Marlex, avant qu'il ne disparaisse, et j'utilise ce mot à dessein, avait évoqué tout ça. Et actuellement, on est dans la même problématique avec une pépite qui appartient à EDF, qui fait de l'IA, qui est lâchée en race campagne par le gouvernement. Je ne sais pas pour quelle raison. Et il y a des fonds américains qui font fondre dessus, comme sur Technip, comme sur Alstom, et c'est terrible. C'est-à-dire que les vrais fleurons français sont abandonnés au profit de quelques-uns, et c'est désespérant pour tous les gens qui travaillent. Frédéric, Pascal, parce qu'il nous reste très peu de temps, Pascal Perry veut vous répondre. Non, mais Frédéric, je partage. Moi, je suis inquiet de voir que les entreprises françaises manquent de fonds propres et qu'elles sont aujourd'hui la proie de prédateurs. C'est-à-dire que ça s'explique aussi, Frédéric. Vous avez une partie de la gauche en France qui fait la guerre au capital, qui considère que les riches sont toujours trop riches, que le capital c'est pourri, etc. Mais il faut du capital pour faire une entreprise, c'est l'association du capital et du travail. Et donc, si on avait un peu plus de fonds propres, c'est-à-dire de capacité à investir, à créer des emplois, à produire de la croissance, eh ben, on serait moins à la merci des autres. Et en effet, aujourd'hui, il y a un risque de perdre quelques pépites, précisément parce que nous appliquons un traitement politique à des questions économiques. Voilà. Pascal Perry, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, Ces présidents qui nous ont fait tant de mal chez Plomb. Vous décryptez comment les quinquennats qui sont allés, les septennats et les quinquennats depuis François Mitterrand ont conduit la France dans le mur par de mauvaises décisions. Manque de courage, manque de lucidité et surtout un petit peu, n'est-ce pas, c'est la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue et je peux vous dire que la bise est arrivée. Merci Pascal Perry. Merci.